Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui en lien avec notre partenaire FinLogic qui nous présentera aujourd'hui comment faire du bon recrutement et du offshoring. Donc, nous sommes très, très heureux d'avoir FinLogic avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce magnifique webinaire. Et pour l'occasion, je vais vous présenter les différents intervenants qui seront avec nous aujourd'hui. Nous avons tout d'abord M. Hassen Sedi, qui est fondateur et directeur de FinLogic Tunisie, une société canadienne membre du groupe multinational Canaccord Genuity depuis 2017. Également, nous avons Saïd Sabé, qui est justement responsable au niveau des ressources humaines, HR Business Partner et External Communication Manager. Donc, Saïd, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons également le privilège d'avoir avec nous M. Aladin Legault-d'Auteuil, qui est conseiller commercial à l'ambassade du Canada en Tunisie. M. Legault-d'Auteuil est avec l'ambassade du Canada en Tunisie depuis août 2021 et au cours des 20 dernières années, il a travaillé dans les filières commerciales à affaires mondiales au Canada et aux États-Unis, notamment à Minneapolis et à New York, en République dominicaine et au bureau régional du ministère à Montréal. Et c'est un honneur d'avoir avec nous aujourd'hui son Excellence Mohamed Imed Torjeman, qui est diplomate de carrière et qui a été nommé à l'ambassade de Tunisie au Canada en octobre 2017. Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères de Tunisie en 1989 et en 1993, il a été affecté à Hambourg, en Allemagne, en tant que consul adjoint. En 1998, il a occupé le poste de chef de division et de la direction générale en Europe. Donc, M. Torjeman, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est grandement apprécié. Pour l'ensemble de nos participants aujourd'hui, je tiens à vous mentionner que le webinaire sera enregistré en ce qui concerne tout ce qui est des questions que vous voulez poser à l'ensemble de nos intervenants aujourd'hui. Je vous invite à le faire via le chat. À ce moment-là, les interventions pourront se faire de ma part auprès de nos intervenants. Par la suite, il y aura une séance de questions individuelles qui sera présentée à la fin. Donc, cette séance ne sera pas enregistrée. Donc, sentez-vous très, très à l'aise de poser vos questions. On le sait, le thème de la pénurie de main-d'œuvre est sur toutes les lèvres et il est important là, de pouvoir être en mesure d'avoir les bonnes informations. Donc, je vous invite à participer, ce qui rendra d'ailleurs aussi l'expérience beaucoup plus agréable pour l'ensemble de nos participants et de nos intervenants. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter le tout avec M. Hassen. Hassen, à vous la parole. Bon, merci Thierry de passer la parole. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup notre partenaire, l'Association québécoise de technologie au Québec. Donc, je remercie beaucoup de votre support et votre engagement et de nous supporter et de supporter FinLogic, de passer ce message et d'aborder surtout le thème qui est je dirais le thème d'actualité actuellement au Canada, qui est la pénurie de main-d'œuvre au Canada, okay, dans les technologies d'information. Je remercie les participants, je remercie nos invités d'honneur, son Excellence M. Imed Torjeman, M. Aladin Legault-d'Auteuil. Je remercie Saïd également d'être présent aujourd'hui. Je remercie tous les participants à ce webinaire d'être là aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'on va aborder ce sujet, on va prendre du temps et on va l'aborder en détail. N'hésitez pas de poser des questions, c'est très important. On est là pour répondre à vos questions et de vous conseiller. Surtout, je sais que nous, on a passé, FinLogic a passé l'expérience depuis 2017 dans l'offshoring des services des technologies, du service des TI et le recrutement international. Donc, nous avons acquis pas mal d'expérience dans ces domaines. Donc, n'hésitez pas de poser des questions. Donc, je vais partager la présentation. Tout d'abord, je voulais vous parler pourquoi nous avons choisi le thème
d'aborder le thème de pénurie de main-d'œuvre dans les technologies d'information au Canada, parce que je dirais, depuis la création de la société Finologique en Tunisie, nous avons senti une demande qui est très élevée par rapport aux ressources dans les technologies d'information. Et nous avons senti également, il y a quelques compagnies au Canada, au Québec, qui sont mal informées. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, ils me posent des questions. Je ne connais pas la Tunisie dans le pays ou le marché d'emploi TI en Tunisie ou au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest. Donc, on a l'expérience pour répondre à leurs besoins. Donc, je laisse la parole maintenant à M. Saïd, qui va présenter la société Finologique. Je laisse la parole à Saïd. Très bien. Bonjour à tous. Merci Hassan. Merci à l'AQT. Merci à leur excellence, les ambassadeurs. Merci aux participants. Ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. On va parler de Finologique tout d'abord pour commencer. Donc, Finologique est une société québécoise fondée depuis 1998 à Montréal et elle est actuellement composée par plus de 40 experts dans les TI, tels que des développeurs, des testeurs, des spécialistes en DevOps, des UX designers, des product owners, des analystes de support, etc. Finologique Tunisie est une filiale de la société Finologique Canada qui a été fondée par M. Hassan Msedi en 2017 dans le seul but de combler les besoins de recrutement en TI de Finologique tout en recrutant des ressources de qualité, juniors ou intermédiaires, et en optimisant également les coûts. Par la suite, en 2018, Finologique a été racheté par le groupe multinational Canaccord Genuity, la plus large banque d'investissement indépendante au Canada. Le groupe Canaccord Genuity compte aujourd'hui plus de 3000 collaborateurs à travers le monde et il est présent partout, au Royaume-Uni, à l'Europe, à l'Asie, en Australie, à l'Émirats et aux États-Unis. Durant cette présentation, nous allons parler de recrutement TI en chiffres au Canada. Par la suite, nous allons comparer deux approches utilisées afin de combler le besoin en main-d'œuvre, et c'est soit en recrutant sur le marché d'emploi au Canada, soit en recrutant sur le marché international. Ensuite, nous allons évoquer les atouts et les limites du recrutement à l'international et les bénéfices de faire de l'offre. Donc, durant cette présentation, nous allons parler de recrutement TI en chiffres au Canada. Par la suite, nous allons comparer deux approches utilisées afin de combler les besoins en main-d'œuvre. Et c'est soit en recrutant sur le marché d'emploi au Canada, soit en recrutant sur le marché international. Ensuite, nous allons évoquer les atouts et les limites du recrutement à l'international et les bénéfices de faire de l'offshoring ou de la sous-traitance des services TI en offshore. Nous allons présenter les différents modèles d'affaires que généralement les entreprises offshore utilisent dans leur développement des affaires. Et enfin, nous allons présenter l'offshoring dans le secteur TI en Tunisie. Voilà, donc je vais céder la parole à Hassan pour vous parler du recrutement TI en chiffres. Merci Saïd. Donc, il y a eu une publication récente qui a été publiée par Technocompétences en 2021. Donc, on voit clair et net qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre TI. On voit qu'il y a juste à la fin du trimestre en 2021, 2873 postes à combler dans les technologies d'information, qui est un chiffre considérable. Et on a remarqué, selon la publication de Technocompétences, qu'une personne sur trois est née à l'extérieur du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le recrutement international est devenu de plus en plus un facteur clé de succès d'une société québécoise. Okay? Donc, on le constate clairement. D'où l'importance de ce thème. La question maintenant. La question, si on fait du recrutement international, est-ce qu'on doit le faire à l'interne, au sein de notre département RH, ou plutôt c'est plus avantageux de faire affaire avec une compagnie spécialisée dans le recrutement international? Si oui, si on a décidé de faire affaire avec une compagnie extérieure,
et se traiter ce service. Parce que si on le fait, est-ce qu'on le fait affaire avec un cabinet de recrutement local, c'est-à-dire au Canada, ou un cabinet de recrutement qui se trouve dans le pays là où on cherche les compétences nécessaires. Okay? Donc, toutes ces questions, on va pouvoir les analyser et trouver trouver en fait avoir en fait de chaque option, on va voir les atouts et les limites de chaque option. Okay? Donc, si on fait de la chasse en interne, okay? Donc on a un département RH qui est constitué par des talent acquisition spécialistes ou des spécialistes en recrutement en général. Donc, dans ce cas, on voit les atouts. Hein, on peut mieux, je dirais, maîtriser le processus de recrutement puisque nous contrôlons tout le processus de la chasse du candidat jusqu'à la signature d'embauche, donc la signature du contrat d'embauche et bien sûr son intégration au sein de l'équipe. Donc, ça c'est parmi les atouts si on fait vraiment du recrutement en interne. Généralement, quand on fait du recrutement dans nos bureaux, il n'y a pas le va-et-vient hein, entre l'équipe RH, donc je dirais la communication est plus fluide parce qu'on n'a pas un intermédiaire, donc on est vraiment très proche au candidat et surtout on a une équipe, s'il s'agit d'une entreprise qui fait du développement, donc on a une équipe experte dans les techniques d'information qui peut aider et qui peut mieux, je dirais, mieux définir le besoin. Okay? Donc, et parfois, généralement, c'est ça les lacunes des cabinets de recrutement, c'est que parfois on recrute des chasseurs de tête, mais ils n'ont pas nécessairement d'expertise dans les techniques, dans les TI en fait. Donc, on a besoin vraiment soit des développeurs, soit des experts en TI qui doivent aider l'équipe RH à combler un poste particulier. Et surtout, si le poste est très complexe. Donc, si on parle là de technologies de haute pointe. Okay. Donc, les limites, hein. Si on fait du recrutement en interne, il y a les limites, il y a la complexité. Tout d'abord, le processus de recrutement est complexe parce que là, on va faire avec du recrutement international, on va chercher des candidats à l'extérieur du pays. Donc, il y a une distance, il y a la langue maternelle qui est un peu, la langue parfois est difficile, la communication n'est pas assez fluide. Donc, également ici, il y a les références, parce qu'on a besoin parfois des références, donc c'est plus difficile à obtenir. Je dirais également la complexité de procédures d'immigration. C'est sur le recrutement international. Généralement, hein, quand on va ramener un candidat de l'extérieur du pays, du Canada, donc ça va prendre la paperasse administrative d'immigration, ça va prendre au minimum 8 mois. Donc, c'est très long, surtout si on a un besoin immédiat, urgent à combler le poste. Donc, là, si on fait affaire avec une agence de chasse de tête, mais locale au Canada, spécialisée dans le recrutement international, c'est sûr, il y a l'avantage parce que eux, c'est ce genre de cabinet, ils ont une vue d'ensemble, ok? Donc, ils ont une vue d'ensemble des pays, donc ils connaissent bien les marchés, une vue d'ensemble des marchés d'emploi au Maghreb, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc, quand ils ont une vue d'ensemble, ça les aide pas mal. Donc, également, ils ont c'est sur les limites. Il y a une courbe de placement qui est élevée par rapport à quand on fait du recrutement en interne. Il y a également les références également plus difficiles à obtenir. Les connaissances TI également limitées, donc c'est sûr. Et la communication avec les candidats qui généralement se fait virtuellement. Là, si on choisit de faire la chasse de tête, mais à l'international, mais dans une compagnie, avec une compagnie de recrutement qui se trouve dans nos pays cibles, en Tunisie, au Maghreb, ou généralement en Afrique de l'Ouest ou en Asie, donc on fait avec une cabinet. L'avantage, c'est que
il y a une expertise. Généralement, ces cabinets, ils connaissent bien le marché local. Donc, si on fait affaire avec, supposons, un cabinet de recrutement en Tunisie, ben, ils connaissent bien le marché d'emploi TI. Donc, ils connaissent bien est-ce qu'il y a plus de développeurs Java, Python que par exemple, de Angular. J'ai dit n'importe quoi, hein, mais ils connaissent bien vraiment le marché d'emploi. Et généralement, bien sûr, les coûts de placement, quand on parle d'offshore, bon, les coûts de placement est généralement très bas. La communication est très, très importante. Du coup, il y a une communication très fluide entre le candidat et le cabinet de recrutement parce qu'il y a une proximité avec le candidat. On parle même la langue maternelle, ça aide pas mal. On connaît bien la culture du candidat. Donc, ça aide pas mal le processus et il devient plus efficace. Les limites, bien sûr, les procédures d'immigration sont pareilles. On va ramener un candidat et on va reconnaître que c'est 8 mois minimum. Et bien sûr, parfois, il y a des profils très rares ou très complexes à combler. Donc, c'est très dur de faire affaire avec ce genre de compagnie parce qu'il doit avoir une maîtrise très avancée pour combler tous ces postes. OK, maintenant, comment ainsi on peut trouver des ressources très rapidement avec des compétences de haut niveau et un coût réduit? Donc, il y a l'offshoring. L'offshoring, donc, il peut aider dans ce sens. On va voir la définition de l'offshoring. L'offshoring TI désigne la délocalisation des services TI vers des pays où le bassin de compétences en TI est généralement large et le coût de production est bas. Donc, généralement, des pays éloignés, outre-mer. C'est la définition de l'offshoring en technologie d'information. Donc, il y a généralement trois modèles d'affaires hein, qui sont généralement les sociétés offshore utilisent ces modèles pour avoir de collaboration, de partenariat avec des sociétés qui souhaitent faire du offshoring. Donc, on a le modèle 1 qui est le Team Augmentation pour la facturation en régie. Il y a le modèle 2 qui est la sous-traitance du projet ou la facturation forfaitaire. Et il y a le modèle 3 qui est une approche mixte entre la facturation en régie et forfaitaire. Je vais vous expliquer les trois modèles. Donc, quand on parle de Team Augmentation, c'est vraiment, la définition c'est simple, c'est que c'est un modèle de coopération à distance. Ça veut dire qu'il permet d'étendre votre équipe locale avec des experts qui travaillent sur vos produits à plein temps dans les locaux du fournisseur de services en offshore. Donc, c'est ça la Team Augmentation. Donc, les ressources seront installées dans le bureau du fournisseur de services et ils sont dédiés exclusivement au projet du client. Donc, c'est un engagement de moyens. Okay? Donc, la facturation est en régie. Donc, généralement, ce modèle marche bien à partir de minimum d'une équipe de 3 à 4 ressources. Parce que si on commence par une ressource et la ressource décide, par exemple, de quitter, là, donc, je conseille énormément de commencer avec un minimum de 3 à 4 ressources. Donc, il y a une équipe, généralement, donc, dans ce modèle, généralement, on choisit ce modèle parce qu'on a une équipe de gestion de projet au Canada qui est pas mal développée et même d'analystes d'affaires qui sont pas mal développés. Et généralement, ça peut être appliqué à des projets complexes ou simples également, les deux. Donc, le modèle 2, c'est la sous-traitance de projet TI. Donc, on a un projet. Donc, supposons on veut, par exemple, créer un site web ou une application web. On a les spécifications fonctionnelles. On connaît vraiment bien les détails de tout ce qui est fonctionnel, le design est fait. Donc là, on donne ça à une société offshore. Et la société offshore, ils ont un engagement de résultat avec un délai qu'ils ne doivent pas le dépasser. Et ça, on appelle ça le mode forfaitaire. Okay? C'est un forfait. Et ça, c'est généralement quand les spécifications fonctionnelles sont très, très claires. Le modèle 3, c'est une approche mixte. Ce modèle-là, j'aime bien hein, parce qu'il vous permet de contrôler les deux. Là, c'est le sous-traitance de projet. Donc, on vous donne un projet, mais on connaît le nombre de ressources à l'intérieur de l'équipe et qui est prédéfini avec le client déjà. Le nombre de ressources et l'expertise, bien sûr. Donc, c'est un mixte entre l'approche forfaitaire et l'approche en régie. Ça, c'est un tableau qui compare, je dirais, il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Hein.
Donc, ça dépend dépendamment de votre business model, ça dépend de ça dépend de la complexité du projet surtout. Et on voit bien que la responsabilité de la gestion de projet, par exemple, au modèle 1, c'est le client qui est responsable du projet. Dans les modèles 2 et 3, c'est le fournisseur de services. Le nombre de ressources dédiées au projet sont limitées dans le modèle 1 parce qu'on a juste une ressource qui est limitée. Le modèle 2, c'est illimité parce que le fournisseur de services, il est engagé à livrer avec un délai. Donc, il est responsable à embaucher ou de mettre à disposition des ressources qui sont peut-être illimitées. Et le modèle 3 que j'aime bien, c'est un mixte. Donc, le nombre de ressources est limité et connu par le client. Donc, les engagements de résultats, le modèle 3, c'est on s'engage au résultat, le modèle 2, résultat, et le modèle 1, c'est le moyen. Le coût, je dirais, le modèle 2, bien évidemment, c'est plus cher parce que c'est l'engagement de résultat et les ressources sont illimitées. On parle de coûts plus élevés que le modèle 1 et 3. La disponibilité des technologies, généralement, donc, c'est le recrutement spécifique selon le que je demandais par client pour le modèle 1. Et le modèle 2, c'est l'affectation des ressources par le fournisseur selon les technologies que le fournisseur maîtrise. Donc, ici, c'est un tableau qui compare le recrutement international à l'offshoring. Donc, on voit clairement que la période en offshoring, c'est 2-3 mois pour combler un poste. Et ça, c'est le modèle 1. On parle du modèle 1, parce que le modèle 1 en régie, on va généralement, le compagnie ou le client envoie la description des postes en détail au fournisseur de services qui est l'offshore. Et à partir de là, il va démarrer le processus de recrutement et généralement, généralement, ça prend 2 à 3 mois pour combler le poste. La partie immigration, c'est sûr, en offshoring, on ne fait pas de l'immigration. Et le recrutement international, il y a de paperasse d'immigration, etc. Mais il y a aussi également l'approche mixte. Il y a beaucoup de compagnies qui font, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du offshoring au départ, disons le 8-9 mois, le temps que le papier du candidat soit prêt. Ensuite, ils font affaire avec généralement des compagnies de délocalisation et immigration pour faire ramener au Canada. Donc, c'est une approche mixte entre l'offshore et le recrutement international. Le décalage horaire, c'est bénéfique pour les sociétés, surtout qui font du support de nuit, parce que tu sais, on fait du offshore la nuit au Canada, il y a des batchs, il y a des processus qui roulent la nuit, et en offshore, soit en Tunisie ou au Maghreb, en Afrique, c'est le matin. Donc, il y a un support de jour qui se fait bien. Donc, il y a un bénéfice par rapport à ça. La pénétration de marché. Donc, ça, c'est important parce qu'on constate que la Tunisie, c'est le port de l'Afrique pour les entreprises canadiennes. Et le Canada, c'est le port de l'Amérique du Nord pour les entreprises tunisiennes ou de l'Afrique en général. Donc, je dirais, c'est une occasion, si on met à disposition des ressources ici, naturellement, bien sûr, les ressources, on peut avoir du développement des affaires dans les marchés en Afrique. On peut même commercialiser nos produits ou les logiciels en Afrique. Donc, ça, c'est un avantage quand on fait faire du offshoring. Donc, on connaît de plus en plus le marché. La possibilité d'ouvrir une nouvelle structure aussi également, avec, bien sûr, je conseille qu'il soit une maturité. Avant de se lancer directement, il faut avoir une certaine maturité du partenaire de la société canadienne avant d'ouvrir, ou passer par des gens locaux qui connaissent bien le marché. Donc, le coût en offshore généralement est moins élevé que le recrutement à l'international. L'intégration, donc, c'est sûr qu'on fait du recrutement international, il faut penser à son intégration du candidat. Quand il va venir au Canada, il faut s'occuper de sa délocalisation, il faut s'occuper de ses quand il débarque à l'aéroport de Montréal. Donc, il faut l'accueillir, il faut chercher son appartement, il faut ouvrir le compte bancaire, etc. Donc, il y a un travail d'intégration. Et bien sûr, l'intégration au sein de l'équipe également, ça se travaille.
l'offshoring c'est plus fluide parce qu'il est géré par la société offshore. Donc, également, la disponibilité internationale, si on fait de l'offshoring, on peut bénéficier des ressources qui ne souhaitent pas quitter le pays natal. Donc, ça, c'est le bassin. Donc, il y a un plus large bassin si on fait de l'offshoring. Hassan, j'ai une question pour vous. Maintenant, oui. J'ai une question pour vous de la part des participants. On mentionne ici tout à l'heure, dans le début, là, vous parliez justement de 8 mois pour être en mesure de bien faire le processus d'immigration auprès d'une personne. Un des participants nous mentionne 8 mois pour l'immigration. Est-ce optimiste ou non? Ben, c'est le minimum. Hein. Ça dépend, c'est cas par cas. Hein. Parce que si on va faire si on va ramener le mari et sa femme et les enfants, ça prend plus de temps que juste ramener tout seul. Donc c'est ça cas par cas, vraiment, c'est cas par cas. Mais généralement, minimum 8 mois. Et c'est publié, hein, on trouve sur le site de Immigration Canada, on trouve l'information, ça prend combien de temps minimum pour avoir le permis de travail. Et par métier, hein. Donc on voit le métier, le code du métier. Je n'ai pas actuellement le lien, mais je pourrais vous envoyer le lien. Je vous laisse la parole. Chers amis, chers participants, c'est avec un grand plaisir que je prends part à cet événement dédié à la coopération dans le domaine d'éthique entre la Tunisie et le Canada. Je tiens à cet égard à remercier M. Mseddi, fondateur et directeur de FinLogic Tunisie, pour son aimable invitation. Mes remerciements vont également à l'Association québécoise des technologies pour cette belle initiative. Il est de plus en plus évident que la place d'éthique et de l'intelligence artificielle, notamment dans le contexte de pandémie COVID-19, est devenue prépondérante dans notre vie et dans les écosystèmes globaux. La clé de ce secteur reste l'élément humain. Nous sommes fiers en Tunisie que notre modèle de développement s'est bâti sur nos ressources humaines et la constante capitalisation de cette richesse. Quelques chiffres pourraient illustrer cette politique. Plus de 65 000 diplômés par an, dont 16% issus des filières des technologies de l'information. Près de 1200 établissements de formation professionnelle, dont plus de 370 spécialités. La Tunisie dispose de 20 000 chercheurs, dont 14% sont de catégorie A, ce qui fait de notre pays la plus grande concentration de chercheurs parmi les pays arabes et africains. La résultante de ces efforts soutenus est que nous assistons en Tunisie à une transition claire d'un environnement de consommation numérique vers un environnement de création de valeur numérique. En effet, depuis 2 décennies, le secteur du numérique a été essentiellement focalisé sur le développement des différentes infrastructures numériques, qu'elles soient fixes, mobiles ou de l'Internet haut débit. Parallèlement, l'écosystème d'innovation et de l'entrepreneuriat tech en Tunisie présente une forte dynamique depuis quelques années avec le développement rapide de plusieurs acteurs clés, incubateurs, accélérateurs, formateurs, investisseurs, start-up, ainsi que la mise en place d'un cadre légal incitatif, le Startup Act. Plus de 500 start-up ainsi que 150 acteurs de soutien opèrent actuellement en Tunisie. À partir de 2020 et pour la prochaine décennie, les efforts seront axés sur la mise en œuvre d'un tissu de développement de services et de contenus numériques permettant de consolider la création de la valeur numérique. Mesdames et messieurs, l'économie numérique contribue aujourd'hui à hauteur de 7,5% au PIB tunisien, soit un niveau similaire au secteur traditionnel du tourisme et de l'agriculture. Le secteur du numérique représente aujourd'hui pour sa part 31% des exportations industrielles à côté des industries électroniques, poids lourds de l'export tunisien. La coopération entre mon pays et le Canada dans le domaine d'éthique n'est pas récente. Le Québec
a découvert depuis quelques années le talent des Tunisiens, la haute qualité de la formation des universités tunisiennes et les valeurs intrinsèques qu'ajoutent les techniciens, ingénieurs et professionnels de ce domaine à leur société. D'ailleurs, le nombre des entreprises canadiennes dans le domaine d'éthique en Tunisie ne cesse d'augmenter d'année en année. Dans ce contexte, nous saluons évidemment l'apport de la société Finlogic dans la promotion du site Tunisie dans le domaine de l'édition de logiciels et des solutions de technologie financière, ainsi que la contribution des talents tunisiens dans ce secteur à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, avec la relance économique post-Covid, je suis convaincu que nos objectifs se croisent et se complètent. Un partenariat fort et ambitieux pourrait aider nos deux pays à tirer profit de nos atouts communs et affronter une réalité économique agressive et une compétitivité accrue. La Tunisie est très bien placée pour être une solution dans ce cadre. Finlogic Tunisie sera un atout majeur dans ce dispositif. L'ambassade et les institutions d'accompagnement et de soutien en Tunisie sont là, évidemment, pour vous accompagner dans votre développement et votre réussite, qui est également la nôtre. Je vous remercie tous pour votre attention et bonne continuation à toutes les sociétés et intervenants ici présents. Merci encore. Merci, merci Son Excellence. Très bien apprécié votre présence. Les informations, c'est de l'or hein, que vous avez juste divulgué. Vraiment, merci beaucoup. Je laisse la parole à M. Alada. Merci beaucoup, merci beaucoup. Permettez-moi aussi d'abord de remercier les organisateurs du webinaire de nous avoir invités, de m'avoir invité à cet important événement qui constitue une opportunité pour renforcer nos liens d'affaires entre les entreprises canadiennes, bien sûr, du secteur de la technologie et de l'information, d'éthique et nos homologues de la Tunisie. Ce webinaire constitue également une opportunité pour présenter l'offre tunisienne en matière d'offshoring et de recrutement à l'international afin de répondre à la grande pénurie de main-d'œuvre que connaît le Canada dans le secteur des technologies de l'information en particulier. Le Canada bénéficie d'une excellente image de marque en Tunisie. Nos deux pays sont membres de différentes organisations internationales telles que la francophonie, l'ONU, et nous travaillons en étroite collaboration sur divers sujets. La Tunisie ne dispose pas de ressources naturelles importantes comme le Canada, mais possède une jeunesse bien éduquée et majoritairement diplômée, avec un niveau de qualité comparable à celui des pays occidentaux, grâce, comme le mentionnait l'ambassadeur Torgeman, à plus de 65 000 nouveaux diplômés multilingues, dont 61% sont des femmes, dont plus de 20 000 ingénieurs et scientifiques, et ce, pour une population de 12 millions d'habitants. La Tunisie est ainsi considérée comme un vivier de talents dans la région méditerranéenne, avec plus de 30% des diplômés qui sont issus des filières de l'ingénierie, des sciences de l'informatique, du multimédia et des filières techniques. En termes de disponibilité sur le marché du travail pour les scientifiques et les ingénieurs, la Tunisie devance plusieurs pays dans la région de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle a été classée à la 43e position selon le Global Competitiveness Report de 2017-2018 du World Economic Forum. Avec plus du quart de sa population maîtrisant le français, la Tunisie est en phase de devenir une destination privilégiée pour la recherche des opportunités de l'offshore francophone. Je dirais même qu'elle est déjà une destination privilégiée si nous regardons l'intérêt soutenu des entreprises étrangères qui ne cesse de croître et l'intérêt des participants aujourd'hui. Le Canada est un partenaire très recherché par les entreprises tunisiennes dans le domaine d'éthique. En effet, l'usage commun du français, l'importante diaspora tunisienne au Canada qui continue de croître d'année en année, l'existence maintenant d'une ligne aérienne directe entre Tunis et Montréal, les nombreux partenariats dans le domaine universitaire, plus de 50 partenariats qui sont actifs, font que les Tunisiens connaissent bien le Canada. Plusieurs Tuniso-Canadiens servent maintenant de tête de pont et dynamisent les échanges commerciaux entre le Canada et la Tunisie. Ils constituent un potentiel humain considérable pour valoriser le savoir-faire et la technologie canadienne et établir des partenariats fructueux en Tunisie. Le conférencier dans ce webinaire, M. Hassan Sedi, qui est directeur, bien sûr, pays de Finlogic, est un exemple type de ce potentiel humain tuniso-canadien. Il vous a présenté en plus ample détail les opportunités de l'offshoring et du recrutement des talents en Tunisie. Plusieurs sociétés offshore spécialisées dans l'étude, le conseil et le développement informatique se sont développées sur le territoire tunisien pour apporter des solutions de qualité et
meilleur prix à leurs clients internationaux. Développement de logiciels, développement web, Internet, pour les mobiles, maintenance, support, etc. Le service des délégués commerciaux de Tunis, notre équipe, est là pour vous accompagner dans toutes vos initiatives en fournissant des renseignements commerciaux et des conseils pratiques sur le marché tunisien et en aidant les entreprises canadiennes à prendre de meilleures décisions de manière plus rapide et rentable. À ce jour, plus d'une quinzaine d'entreprises TIC canadiennes se sont implantées en Tunisie avec l'appui et l'accompagnement du service commercial de l'ambassade. C'est donc dire qu'on est habitué de travailler avec les entreprises TIC au niveau de l'implantation en Tunisie et de la recherche de ressources aussi. Je vous invite donc à prendre contact avec mes collaborateurs, si vous ne les connaissez pas déjà, Esdine et Shafik, et moi bien sûr, de la section commerciale, en passant par notre site internet de l'ambassade ou par courriel à tunis, TUNIS, _TD, à commercial international.gc.ca. Vous allez retrouver ça sur notre site si vous le recherchez directement. Pour tout renseignement relié au développement des affaires entre les TIC et nos deux pays. Pour finir, je vous souhaite tout le succès et je remercie encore une fois l'AQT FinLogic pour la bonne organisation de ce webinaire. Je vous remercie. Merci, Merci. merci M. Aladin, très apprécié. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. Pour continuer, je vais partager mon écran de nouveau et je vais laisser la parole à M. Saïd qui va discuter un peu sur l'offshoring. C'est déjà dit, la plupart des choses ont été déjà dites par son excellence Ahmed et par M. Saïd, M. Aladin. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc merci beaucoup Hassan. Comme son excellence M. Ahmed a déjà partagé avec nous quelques chiffres et M. Aladin aussi. Donc, on aimerait enchaîner avec quelques chiffres aussi dans cette section qui concerne l'offshoring en Tunisie dans le secteur TI. Donc, le secteur d'offshoring en Tunisie compte près de 300 entreprises à participation étrangère avec une création de plus de 34 000 emplois. Donc, l'offshoring est certes l'un des secteurs les plus dynamiques en Tunisie. Ce dynamisme est en grande partie dû à la performance des activités des technologies de l'information et de la communication. La source, c'est FIPA, qui est l'agence de promotion de l'investissement extérieur. Donc, aussi près de 1800 entreprises, 200 filières universitaires relevant des disciplines liées aux TIC. L'économie numérique contribue à hauteur de 7% du PIB. Donc, vous voyez ici l'importance de l'économie numérique et comme un levier de performance en Tunisie. Donc, l'indice de développement d'éthique, l'IDI, qui est l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication, donc ICT Development Index, a enregistré une hausse de plus de 30% entre 2010 et 2015. Il se situe au-dessus de la moyenne mondiale, environ 23% entre 2010 et 2015. Vous voyez ici que la Tunisie a fait une hausse énorme entre 2010 et 2015 comparée à la moyenne mondiale. Tunis est leader mondial des grandes villes émergentes en termes d'efficacité des coûts. Donc on a un rapport qualité-coût, si je peux dire, parce que il y a la qualité des compétences ici, et comme a dit Monsieur Aladin, nous avons un vivier de talent, le vivier de talent ici en Tunisie, avec plusieurs compétences, avec plusieurs talents. Donc, là, ça va nous amener à parler des ressources humaines aux compétences multiples. Le système éducatif en Tunisie livre des profils qui disposent de compétences linguistiques. Donc, on parle ici d'une population qui est bilingue et qui maîtrise en partie aussi l'anglais. Donc, dispose de compétences linguistiques, techniques, communicationnelles et comportementales d'un niveau supérieur, indispensable au métier de l'offshoring. Voilà, donc je vais maintenant céder la parole à Hassan pour parler
concernant donc la possibilité de créer la société dans le secteur de l'offshoring en Tunisie, de créer sa propre société, et quels sont les avantages qui sont liés à la création d'une société ici en Tunisie. À vous la parole, Hassan. Merci Saïd. Donc, avant de passer les avantages de création d'entreprise, moi j'ai passé par ça. Hein. Je suis fondateur de la filiale Finologique en Tunisie. Et j'ai dit quelque chose, la société a été créée en 2 jours. Donc c'est très rapide, très efficace, hein, la création d'entreprise en Tunisie. Avant je voulais juste, il y a un slide que j'aimerais vous partager pour vous donner un aperçu sur les salaires en Tunisie. C'est publié par le Global Competitive Report en 2016-2017. Donc, pour vous donner un aperçu, donc un hotline BPO, c'est un technicien de centre d'appel. Il gagne à peu près en brut annuel $8 000 canadiens. Un ingénieur nouveau diplômé, il gagne à peu près $12 000 canadiens en brut, hein, incluant les charges. Et un senior, un chef d'équipe, gagne à peu près en moyenne $26 000 canadiens. Vous donner un aperçu, ça a été publié au Global Competitive Report. Ça peut vous donner un aperçu sur les coûts de production en Tunisie. La création d'une société, il y a plusieurs avantages. Hein. Moi, je vais passer vraiment brièvement ce slide. Je dis quelque chose, il y a les avantages fiscaux. Donc, les sociétés offshore sont exonérées de TVA, donc des taxes à la consommation. Ils sont exonérés des droits de douane, donc sur les produits importés. Il y a une participation, donc une possibilité de participation étrangère dans le capital société offshore. Donc, une société offshore peut être totalement exploitatrice, donc la société étrangère doit avoir entré dans le capital au minimum 66%, et le reste, ça peut être par un non-résident tunisien ou maghrébin ou dans un pays offshore. Pardon, pour le 66%, ça s'applique pour la Tunisie, hein, ce n'est pas pour d'autres pays. Donc, la liberté de transfert de fonds, donc les dividendes et le bénéfice peut être transféré librement à l'étranger. Donc, également, on a un taux d'imposition actuellement qui est à 15%, qui est un taux pas élevé. Les primes, donc on voit aussi la possibilité de recruter également des étrangers. Donc, les sociétés offshore peuvent recruter des résidents cadres étrangers à titre de 30% de l'effectif total de la compagnie. Donc, il y a quand même une facilité. La structure peut être créée rapidement. Il y a une facilité d'offshore. Mais sinon, on a passé par tout ça. Donc, si vous avez, je dirais, on conclut avec ce webinaire, si vous avez des questions par rapport à la communication d'aujourd'hui, à la présentation ou les informations que vous avez eues aujourd'hui, n'hésitez pas de me contacter. J'ai mon email ici à hazmsedi@cgf.com ou sur mon téléphone branché, donc un téléphone canadien 514-985-8493, ou vous pouvez contacter Saïd également. On a également Info Finologique. Si vous souhaitez contacter nos collaborateurs au Canada, vous avez les contacts ici. Et il y a une autre information, je serai à Montréal, je prends mon avion après-demain, donc n'hésitez pas de prendre un rendez-vous physique si vous le souhaitez. Je vais vous partager mon calendrier, donc virtuel. Vous pouvez prendre un rendez-vous à tout moment. Je serai en présence physique au Canada entre le 8 et le 19 novembre 2021, et bien sûr, ou un rendez-vous virtuel à travers mon agenda. Donc, on va vous partager ça sur le chat. Je remercie beaucoup les participants, je remercie les organisateurs, la QT, je remercie son Excellence M. Ahmed, Tanjman, je remercie également M. Alain.